troisième et dernière partie de l'Africa News. Nous sommes toujours en compagnie de Douglas Biandou, président du centre de formation Obgis, David Gakunzi, enseignant et journaliste, et de notre éditorialiste Grassa Mukindi Kiza. Et tout de suite dans l'actualité économique, direction le Nigeria où un premier incubateur de start-up a été lancé dans le nord du pays. Collab, ouvert en 2016, se veut être un espace technologique polyvalent et multifonctionnel. Cet incubateur aide plus de 100 jeunes entrepreneurs dans divers secteurs. Siamou Victoria Sedi. Le Nigeria s'ouvre de plus en plus à la technologie sur le continent à travers Collab, un centre technologique situé à Kaduna dans le nord du pays. Lancé en 2016, cet incubateur de start-up aide les entrepreneurs locaux à s'investir dans la technologie. Collab leur fournit l'accès à plusieurs services internet et à l'électricité. Ifiani Moura est un habitué de Collab. Il travaille sur une application qui aidera les écoles à rassembler et à gérer leurs dossiers. Je n'ai pas besoin de penser à comment faire marcher l'électricité. Collab fournit l'espace et plusieurs choses comme l'électricité. C'est un espace de divertissement et de partage d'expériences. C'est une bonne idée. Les jeunes y travaillent afin de fournir des solutions technologiques aux problèmes dans la communauté. Selon des chiffres officiels, 45% des jeunes diplômés étaient au chômage en 2016. Sanoussi Ismaïla, le fondateur de Collab, souhaite donc explorer les opportunités de la technologie au Nigeria qui représente un hub pour l'investissement. Essentiellement, ce que nous essayons de faire, c'est d'amener plus de gens à collaborer autour de la technologie. Nous pensons que cette technologie est l'un des moyens les plus importants pour vaincre la pauvreté et apporter des solutions pratiques pour pallier certains problèmes. Nous nous investissons donc à fond car à Kaduna, l'écosystème technologique a besoin de s'épanouir afin de servir d'autres parties du monde. Collab accueille actuellement jusqu'à 100 personnes pour 3100 à 10 500 naira par mois. Il offre également des séances de formation en business et facilite l'accès à des mentors. Grâce à cet accompagnement des entreprises en phase de démarrage, ça peut faire la différence? Oui, ça peut faire la différence parce que beaucoup de jeunes qui ont des idées n'arrivent pas à concrétiser leur projet parce qu'il leur manque de l'espace, de l'encadrement et ils sont perdus. Mais là, ils se retrouvent regroupés avec un espace bien aménagé, l'électricité, l'informatique. Cela donne un cadre adéquat pour, disons, développer leurs idées et aussi les échanges permettent aussi de partager les expériences les uns les autres. C'est une très bonne chose pour un pays comme le Nigeria, même d'autres pays par exemple, pour qu'il y ait un certain développement. Mais en même temps, on doit se dire qu'on ne peut pas y aller pour n'importe quelle idée. Il faut qu'il y ait au moins une sélection au départ. Douglas Biandou, que pensez-vous de cet incubateur de start-up? Alors, je suis aujourd'hui très bien placé pour vous parler de ces problématiques d'espace de collaboration, puisque nous sommes aujourd'hui en Afrique dans le cadre de notre déploiement, au Sénégal, au Cameroun et aussi en Côte d'Ivoire, chez un incubateur qui s'appelle Jocolabs, qui est notre partenaire. Et aujourd'hui, c'est là-bas que nous formons la nouvelle génération de jeunes dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce qui m'a interpellé dans le reportage, c'est les 45% de chômage des jeunes qui sortent de l'institution. C'est-à-dire qu'il y a 45% de jeunes qui sortent, qui sont donc de facto au chômage, quel que soit l'argent qu'ils ont donné dans les meilleures écoles. Et en fait, donc, la seule voie pour eux, c'est l'entrepreneuriat. Il faut qu'ils créent leur propre structure. Donc là, on va dans un endroit où il y a du partage, il y a des mentors. J'ai noté la possibilité de mentoring, de business. Et nous, ce qu'on voudrait associer à ça, c'est un savoir-faire technique de haut niveau. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est important pour nous, ce genre d'espace. On connaît ce genre d'espace. Les jeunes y viennent, pour moi, il faut qu'ils y viennent pour avoir des mentors, pour avoir des connaissances en business. Et moi, je voudrais rajouter pour avoir des connaissances en programmation. Et à partir du moment, et c'est là aussi tout l'enjeu du programme 10 000 codeurs que nous avons, où ils ont des compétences en programmation, des compétences en business, et ils ont des repères, vous avez des entrepreneurs et des futurs leaders. David Gakunzi, que pensez-vous de cet incubateur de start-up? Là, on est face à une évolution sociologique de l'Afrique. L'Afrique fut autrefois un continent très rural. Il sera de plus en plus urbain. Et quand on parle d'urbanité, de ville, on doit parler innovation. On doit parler inscription dans l'espace monde. On doit parler partage de l'intelligence. Et je pense que c'est ce qui se passe avec cet outil-là. C'est comment on transmet l'intelligence, comment on
forme les gens. Le Japon, son développement, c'était la formation, c'était l'innovation et les jeunes surtout, parce qu'un continent de plus en plus urbain, mais un continent aussi de plus en plus jeune. Donc si on ne donne pas les outils à ces jeunes-là, les outils qui leur permettent de s'inscrire dans l'espace monde, parce qu'ils ont les pieds peut-être encore à l'égos, mais ils évoluent dans le monde. Et l'Afrique doit leur donner les outils, ces outils-là, ces formations, ces capacités-là, pour pouvoir déchiffrer le monde, mais pour pouvoir aussi arriver à rivaliser. Parce que quand on parle d'espace monde, ça veut dire aussi des rivalités. Ils peuvent rivaliser, ils peuvent inventer. Et nous savons la capacité d'invention des Africains. Ce n'est pas seulement dans le football et la musique, c'est aussi dans d'autres domaines. Mais il faut aussi donner les conditions aux gens pour qu'ils puissent innover. Et je pense que c'est ça la voie vers l'avenir, c'est la formation. Réaliser que notre avenir n'est pas dans l'exploitation des matières premières, mais notre avenir, notre principal capital, ce n'est pas le sous-sol, c'est les humains, c'est les jeunes. Ces jeunes qu'on a là ne sont pas un problème, mais un capital énorme. Et en plus, on connaît la capacité africaine d'innovation, dans l'imaginaire africain de l'invention, est assez exceptionnelle. Merci. Dans l'actualité également, au Cameroun, une partie de la population peine toujours à se loger. Comme palliatif, le Crédit foncier du Cameroun s'est fixé pour mission principale la mise en place de produits devant faciliter aux Camerounais l'accès à un logement décent. Des solutions qui semblent néanmoins insuffisantes. Reportage de notre correspondant, Chérif Ousmane Mardoumka. Dès sa création le 13 mai 1977, le Crédit foncier du Cameroun s'est fixé comme mission principale la mise en place de produits devant faciliter aux Camerounais l'accès à un logement décent. Institution financière à caractère bancaire, le Crédit foncier est un instrument concret des pouvoirs publics pour permettre aux personnes désireuses d'accéder à la propriété immobilière au Cameroun de pouvoir lever les fonds nécessaires à l'investissement sous forme de prêts immobiliers. Institution financière à caractère bancaire, le Crédit foncier est un instrument concret des pouvoirs publics pour permettre aux personnes désireuses d'accéder à la propriété immobilière au Cameroun de pouvoir lever les fonds nécessaires à l'investissement sous forme de prêts immobiliers garantis par des biens matériels. Nous offrons aux clients une déclinaison de ce qu'on appelle le prêt foncier classique, c'est-à-dire un prêt destiné à construire ou à acquérir un logement. Nous avons le prêt foncier classique ordinaire, le prêt foncier classique social, nous avons le prêt foncier classique jeune. En outre, l'État a entrepris la construction des logements sociaux. En 2016, la construction des premiers 1675 logements sociaux du programme gouvernemental a atteint un niveau d'avancement de 90% à Yaoundé et de 67% à Douala. Quant aux offres du Crédit foncier du Cameroun, elles peinent encore à satisfaire la demande. Mais en dehors de cela, il y a naturellement l'environnement, c'est-à-dire un environnement où les ressources sont rares, un environnement où les revenus ne sont pas toujours à des niveaux souhaités pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Et donc, nous devons faire face à cette contrainte-là. Le gouvernement camerounais multiplie les initiatives en vue d'offrir des logements sociaux aux populations. Des projets sont en cours et l'État a signé mercredi 1er mars 2017 une convention de financement de 115 milliards de francs CFA avec la banque Intesa San Paulo pour la réalisation du projet de construction de 10 000 logements à Yaoundé et ses environs. À titre indicatif, le déficit de logement au Cameroun est estimé par les experts à plus de 1 million. Gratien, faciliter l'accès au crédit, c'est indispensable pour faciliter l'accès à la propriété? Oui, c'est indispensable, mais tout dépend comment on facilite l'accès à ce crédit. Ça dépend. Si le crédit il est cher, il est inaccessible. Et si finalement les matériaux de construction coûtent cher parce qu'ils sont importés avec des taxes, si on ne peut pas exonérer les taxes pour, disons, les gens de la classe, d'une certaine classe, pour accéder à ce niveau, à ces logements, le logement coûte toujours cher. Cela veut dire que le logement reste pour la classe moyenne et ne s'adresse pas à une classe des ouvriers, des gens qui ont un niveau qui n'est pas très élevé au niveau financier. Pour moi, je pense, on parlait de crédit, il faudrait aussi qu'on pense aussi à, disons, à garantir les crédits des gens. On accède à ces crédits, non pas parce que l'État ne peut pas disponibiliser ou ces banques ne peuvent pas disponibiliser assez d'argent pour vraiment le logement de tous, mais il faut qu'au moins on garantit les prêts auprès des banques et du coup les banques prêtent
à des taux qui sont bonifiés. David Gakounzi, l'autre alternative, c'est le logement social. Que pensez-vous de la politique des pays africains en général en termes de logements sociaux ? Vous savez, un voisin du Cameroun, Barthélemy Boganda, disait que l'essentiel, c'est de nourrir les citoyens, les éduquer, les soigner, les vêtir et les loger. Le logement. Le logement est fondamental non seulement pour l'équilibre individuel, mais pour l'équilibre aussi social. Et le logement, ça veut dire le bâtiment est porteur économiquement. Donc ce n'est pas un investissement perdu, mais c'est un investissement fondamental pour faire marcher l'économie. Donc il est à la fois bénéfique au niveau social, puisqu'il permet aux gens un habitat qui est bien conçu permet la cohésion sociale. L'accès au logement est aussi un droit, il ne faut pas l'oublier. Et en plus, le bâtiment est porteur en termes économiques. Malheureusement, on a rarement eu des politiques de logement dignes de ce nom dans les pays africains. Quand on va dans des pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, qui est un pays potentiellement très riche, moi, ça m'avait frappé de voir tous les townships, la misère qu'il y a dans les townships. Ce n'est pas parce que le pays n'a pas de ressources, mais c'est parce qu'il n'y a pas de vision, c'est parce qu'il n'y a pas, je dirais, un programme de loger les gens, voir que c'est fondamental. Et ça, il faut vraiment qu'on commence à revenir à des choses concrètes comme celle-là. Comment on améliore le quotidien des gens? Parce que finalement, la politique ou l'économie ou même la culture, c'est quoi l'objectif essentiel? C'est qu'on améliore le quotidien des gens. Et quand on ne peut pas améliorer le logement, quand on ne peut pas permettre à des familles de pouvoir avoir un toit sur eux, sur leur tête, on ne peut pas avoir une société qui se porte bien. C'est impossible. Merci. Tout de suite, notre chiffre du jour. Le taux de croissance au Maroc pourrait atteindre 4,1% pour l'année 2017. Un chiffre en forte progression. Les prévisions annoncent une reprise du cycle des affaires du fait des conditions climatiques particulièrement favorables depuis le lancement de la campagne agricole et du redressement attendu des principales activités industrielles, commerciales et de services. Gracien, le Maroc, c'est le pays qui s'en sort le mieux actuellement dans la zone Maghreb? Oui, c'est le pays qui s'en sort le mieux parce que c'est un pays qui est stable, disons-le. C'est un pays qui est stable au niveau de la sécurité dans la zone. Bon, si on exclut l'Algérie, on sait bien qu'au niveau de l'Algérie, les investissements, c'est un autre sujet. Et en même temps, le Maroc est devenu un pays de la sous-traitance, que ce soit l'automobile, l'aéronautique. C'est moins des choses vraiment qu'on va produire pour vendre à l'Afrique que beaucoup plus d'être l'usine de l'Europe, compte tenu de l'emplacement. Mais ce que je déplore, on a 4% de taux de croissance. Ce que je déplore, c'est un taux de croissance qui ne lutte pas contre la pauvreté, un taux de croissance qui ne lutte pas contre le chômage. Donc, un taux de croissance finalement qui ne bénéficie pas au peuple, qui bénéficie aux macroéconomies, comme on le dit, aux chiffres, juste pour être présenté, mais en réalité, le peuple n'en bénéficie pas autant. Gakounzi, vous pensez que le Maroc il a su garder une image de pays sécurisé au milieu de ses voisins? C'est un pays stable, le Maroc. Hein. C'est un pays sans histoire, apparemment. Et c'est un pays qui avance, qui trace son chemin. Et on est tous contents, d'ailleurs, qu'il soit revenu dans sa famille naturelle, la famille africaine. Et c'est un pays qui est aussi attaché au continent, parce qu'on voit les investissements marocains dans la plupart des pays. Et je pense que le Maroc peut être le pont entre l'Afrique et l'Europe. Je pense qu'il peut servir aussi de pont de liaison entre les deux continents. Et donc, on ne peut que s'en réjouir, le fait que le Maroc est revenu au sein de l'Union africaine. Et il faut qu'il continue à être de plus en plus africain, à partager justement, je dirais, ses avancées économiques. Mais aussi, je dirais, ils ont une élite qui est assez moderne. Parce que c'est ça, la modernité, il faut qu'on rentre dans la modernité. On ne peut pas continuer à être des hommes du passé. Nous devons être des hommes de la modernité. Et être dans la modernité, ça ne veut pas dire que nous nous dissolvons dans l'universel. Ça veut dire plutôt que nous gardons les pieds bien chez nous, mais la tête dans le monde. Gracien, alors rapidement, justement, David Gakounzi parlait du retour dans l'Union africaine du Maroc. Est-ce que ce sera un élément déclencheur pour des résultats économiques plus bénéfiques pour le Maroc? Tout dépendra de ce retour, comment il se passe, parce que c'est un retour politique. En même temps, on sait bien qu'au niveau de l'Afrique, on parle d'intangibilité des frontières, à la décolonisation de l'Afrique et des pays de l'Afrique. Or, le Maroc déroge à cette règle parce que le Maroc
c'est accaparé un autre pays qui venait d'être indépendant, Sahara occidental. Donc, on s'imagine certains pays qui sont proches du Sahara occidental ou des pays proches de l'Algérie. Est-ce que ces pays vont faire les affaires comme avec le Maroc? Est-ce que ces pays vont s'ouvrir ou vont boycotter le Maroc? C'est ça la grande question. Soit le Maroc se dit on privilégie l'économie, le côté politique on abandonne, on revient aux frontières d'avant. Merci. C'est à présent la fin de cette émission et de cette semaine consacrée au transfert d'argent. La semaine prochaine sera consacrée à un thème très intéressant, les femmes puissantes du continent. Douglas Biandou, merci d'avoir été avec nous. Merci bien. David Gakounzi, merci également. Merci pour l'invitation. Et Gratien, merci d'avoir été là. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.